Bonjour tout le monde. Est-ce que je peux juste commencer en me confirmant que vous m'entendez assez bien et vous voyez l'écran assez bien aussi? Bonjour, oui, c'est bon pour moi. OK, excellent. Merci pour la confirmation. Et bienvenue à tout le monde à cet webinaire. On va commencer maintenant. J'imagine quelques autres personnes vont joindre à nous un petit peu plus tard, mais on va commencer plus ou moins à l'heure. Euh, Merci d'être ici. Je m'appelle Michael Ross. Je serai le présentateur aujourd'hui pour cet webinaire sur l'analyse de projets éoliens avec Red Screen Expert. D'abord, j'aimerais remercier le soutien de Ressources naturelles Canada, surtout parce que ça va nous permettre de vous envoyer, après cette formation, une subscription ou un abonnement plutôt à Red Screen qui va débarrer toute la fonctionnalité du logiciel pendant une période de 30 jours. Donc, pendant cette période, vous allez avoir accès à toutes les fonctionnalités. Après ça, vous pouvez décider si c'est un logiciel qui vous intéresse ou non pour continuer l'abonnement ou non. Pour ce webinaire, je planifie d'introduire les fonctionnalités de Red Screen. Après ça, de regarder un petit peu de plus près à l'analyse de prévisibilité pour les parcs éoliens. Et je vais démontrer ça avec une analyse de prévisibilité Red Screen d'un parc éolien au Québec. Donc, ça serait vraiment la viande de cette présentation. À la fin, on a du temps pour des questions, mais on n'est pas très nombreux aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser des questions à n'importe quel moment dans la présentation. Donc, vous pouvez juste m'interrompre et poser la question. Je vous rappelle que cette webinaire est enregistré. Si vous posez des questions, ça serait une partie de l'enregistrement aussi. Et plus tard, ça va apparaître sur une chaîne, un canal YouTube. Donc, ouais, vous allez être en mesure de faire des révisions de cette présentation plus tard, si vous voulez. Donc, quelles sont les fonctionnalités de Red Screen? D'abord, ça offre une fonctionnalité de comparaison. C'est surtout utile dans le cas d'un projet d'efficacité énergétique où on n'a pas beaucoup d'informations sur notre bâtiment ou notre projet et on veut d'abord le comparer ou nous situer par rapport avec d'autres projets ou bâtiments similaires dans l'Amérique du Nord ou un autre endroit au monde. Donc, ça serait la première fonctionnalité. Il y a une banque de comparaison à l'intérieur de Red Screen qu'on peut consulter pour avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'on devrait attendre basé sur la performance d'autres installations dans d'autres endroits ou proches de chez nous. La deuxième fonctionnalité est faisabilité. Ça, c'est quand il y a un projet qui est proposé. Typiquement, c'est un projet qui est proposé et on doit déterminer s'il est viable sur le plan technique et financier. La troisième fonctionnalité, c'est l'analyse de performance. Donc maintenant, on parle d'un projet qui est déjà construit et on doit analyser la performance de ce projet à partir des données qu'on collecte sur une base continue. Et selon cette donnée, on va déterminer s'il y a des problèmes dans le fonctionnement de notre projet ou d'évaluer si le projet répond aux attentes. Et souvent, ça c'est compliqué parce qu'on ne peut pas juste tirer des conclusions facilement des données de performance parce qu'il y a toutes sortes de facteurs qui changent, qui sont hors de notre contrôle. Par exemple, pour beaucoup de projets d'efficacité énergétique ou énergie propre, le météo influence, par exemple, le comportement d'une parc éolien ou la consommation de gaz naturel dans un bâtiment. Donc, il faut trouver une façon d'éliminer l'influence de ces facteurs afin de déterminer s'il y a quelque chose
autres que ces facteurs qui influencent la performance du système. Par exemple, un problème avec l'équipement. La quatrième fonctionnalité, c'est l'analyse de portefeuille. Jusqu'au maintenant, on parle des projets individuels, mais avec l'analyse de portefeuille, on parle des projets, on parle des groupes de projets. Donc ici, on veut sélectionner des projets, les mettre dans des groupes et en faisant ça, collecter des informations concernant l'utilisation d'énergie dans ces projets et le suivre avec l'évolution dans le temps. Donc, plutôt de regarder un projet à la fois, on regarde les groupes de projets. Et finalement, RedScreen est une bonne source des données et de l'aide. Pour les données, il y a toutes sortes de banques, de bases de données à l'intérieur de RedScreen, incluant la base de données de climat, la base de données des produits et d'autres bases de données, une base de données de coûts qu'on va voir aujourd'hui. Donc, même si on n'utilise pas ces autres fonctionnalités, des fois, c'est utile d'avoir accès à cette information. Et en termes d'un outil où on peut apprendre rapidement comment fonctionnent beaucoup de technologies d'énergie propre et comment on peut faire des projets d'énergie propre, il y a beaucoup d'aide à l'intérieur de RedScreen qui est vraiment excellent pour apprendre, pour l'apprentissage. Alors, plutôt que parler plus de ces fonctionnalités, on va regarder rapidement le logiciel, euh, juste pour faire un survol de ces fonctionnalités. Après, on va revenir à la présentation, développer une meilleure compréhension de préfaisibilité et appliquer ça à un projet d'une parc éolienne. Donc, voici une analyse RedScreen. On voit qu'il y a des onglets ici. Chaque onglet touche un différent aspect de notre analyse. On a ici, sur cette page, qui est le fichier accueil, on a des boutons qui nous permettent d'accéder ou lancer des différentes formes d'analyse avec RedScreen. Donc, tous ces boutons ici sont faits pour ça. On a aussi, évidemment, sur l'onglet Fichier, toute la fonctionnalité qu'on attendrait de n'importe quelle application ou logiciel sous fichier. Par exemple, ouvrir les fichiers, fermer, enregistrer notre travail. On a aussi une liste des paramètres. C'est ici où on peut contrôler la langue, le système d'unité, la devise, comme le format de nombre. Présentement, j'ai comme le virgule sélectionné comme le séparateur décimal, mais on a la possibilité de changer ça. Et on a toutes sortes d'autres défauts qu'on peut sélectionner ici dans Paramètres. J'aimerais aussi mentionner que ici, sous s'abonner ici, euh, vous pouvez appliquer une clé logicielle dès que vous avez un abonnement. Et comme j'ai mentionné tantôt, je vais vous envoyer un abonnement pour 30 jours. C'est ici que vous allez être en mesure d'appliquer cet abonnement. J'ai sauté l'aide ici, mais j'aimerais juste retourner là. Il y a plusieurs fonctionnalités ici qui sont intéressantes, mais l'une qui est peut-être le plus intéressante pour moi, avec ma formation comme ingénieur, est le manuel d'ingénierie. Il y a un accès ici à un manuel assez profond qui discute tous les algorithmes utilisés pour la plupart des technologies touchées par RedScreen. Et ça, c'est vraiment utile si on veut investiguer comment l'analyse est faite, comment c'était validé, quelles sont les limites pour l'analyse. Euh, Aussi, avant que je regarde tous ces boutons ici, j'aimerais mentionner qu'il y a une chaîne YouTube pour RedScreen et on peut l'accéder ici à partir d'apprentissage virtuel. Donc, en cliquant ici, ça devrait ouvrir une page YouTube ici. J'espère que oui. Oui.
Ça prend du temps, par contre. Oui, qui a beaucoup de vidéos pour apprendre comment utiliser RedScreen. Donc, si vous avez un projet en particulier que vous voulez faire, vous pouvez chercher s'il n'y a pas des vidéos ici qui peuvent vous aider à faire ce type de projet. C'est aussi disponible en anglais, en espagnol et en chinois. Euh, donc, j'ai mentionné qu'il y a plusieurs façons de démarrer le logiciel qui se trouve ici et ici. Une, par exemple, serait de commencer avec une analyse vide. Et on peut choisir si on veut une analyse comparaison, une analyse de faisabilité ou une analyse de performance ou toutes ces formes d'analyse ici. C'est ça que je vais faire plus tard pour notre parc éolien. Je vais lancer une analyse de faisabilité vide. Mais on a d'autres options aussi. Si on préfère de commencer avec des valeurs par défaut, qui sont peut-être un peu spécifiques à notre projet, on peut sélectionner ici Analyseur d'énergie virtuelle. Et ici, on peut sélectionner le type d'installation qu'on veut faire. Et pour un parc éolien, ça serait par exemple une centrale électrique. Le type de technologie, là, pour une turbine éolienne, on va sélectionner éolienne ici et la description. Donc, pour les projets terrestres, on peut choisir entre des projets de 10 kilowatts et 1 gigawatt. Donc, si on voulait avoir un projet de, disons, 100 mégawatts, on pourrait sélectionner ici, spécifier le local, ou le lieu de l'installation. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un de Caracat. Je pense, oui, Caracat. On peut imaginer qu'on va placer notre projet quelque part ici et on peut lancer ça comme ça. Et ça va générer un exemple d'un projet de faisabilité avec des valeurs par défaut qui sont aptes pour un projet de 100 mégawatts. Mais ça se peut qu'on va trouver que notre projet, il faut changer beaucoup de ces valeurs. Donc, ça ne fait pas toute l'analyse pour nous, mais ça donne quand même une analyse de faisabilité qu'on peut travailler avec. Donc, juste rapidement, je vous montre qu'il y a une analyse ici. Euh, Plutôt que regarder ça en profondeur, je retourne à la page accueil ici et je vais lancer un exemple ici qui est pour un autre projet éolien. L'avantage de cet exemple, comme on va voir, est cet exemple ici a une analyse de performance ainsi que cette analyse de faisabilité. Donc, quand on lance ici, on va voir que les onglets ici, qui sont présentement les onglets nécessaires pour une analyse de faisabilité, vont être augmentés par les onglets nécessaires pour une analyse de performance. Donc, je vais cliquer ici. Non, je ne veux pas enregistrer les modifications apportées à cet projet que je viens de lancer par l'analyseur d'énergie virtuelle. Donc, je clique non et je vois que maintenant, dès que ça ouvre, je devrais avoir quelques autres onglets ici qu'on n'avait pas quand j'ai regardé cette analyse de faisabilité. Désolé que l'ordinateur est lent. Je fais l'enregistrement sur la machine locale et je pense que ça bouffe une partie de notre ressource. Oui, voilà. Donc, on a tous ces onglets ici qui sont associés avec l'analyse de faisabilité, mais en plus, on a des onglets pour données et analyses qui sont associés avec l'analyse de performance. Donc, je vais passer rapidement à travers tous ces onglets, juste pour que vous avez une idée de quoi ça consiste. Le premier onglet, c'est lieu. C'est ici où on peut spécifier le lieu de notre projet et ainsi on peut accéder à les données climatiques qui sont une partie de RedScreen. Donc, on voit ici, on a sélectionné, on a ici un projet qui est basé à Montréal ou pas loin de Montréal, Montérégie. Et on a deux
punaises ici. L'une avec le bâtiment, ça indique le local le lieu de notre projet, et l'autre avec un globe indique d'où viennent les données climatiques. Donc, ça serait le site de données climatiques qui est le plus proche à notre projet. Donc, les données climatiques viennent de là. Et on peut voir ces données ici. Euh, et il y a même une façon de montrer l'évolution pendant une année, la valeur de deux variables. Par exemple, ici, la vitesse de vent et la température de l'air. Euh, mais ce qui est important est ce tableau ici contient les valeurs moyennes pour chaque mois, janvier jusqu'au décembre, et sur une base annuelle pour tous ces paramètres. Et en plus, ça indique d'où viennent ces mesures. On voit que, par exemple, la température de l'air, c'est mesuré à une station terrestre, une station météorologique terrestre. Donc, ça c'est indiqué par sol ici. Mais pour la pression atmosphérique, par contre, ça vient de NASA, c'est-à-dire c'est mesuré par un système satellitaire, donc pas au sol de tout. Euh, donc, ça, c'est le lieu ici, l'onglet lieu. Prochaine, ici, c'est installation. Sur installation, c'est où on va configurer RedScreen pour faire le type d'analyse on veut. Par exemple, si on voulait avoir juste une analyse de faisabilité, on peut changer sa faisabilité ici. Et présentement, on a tout sélectionné ici. Donc, on a toutes ces analyses comme partie de notre fichier ici. On a l'information sur le projet. Et je vais vous montrer comment remplir ça plus tard. Mais ici, en bas, on a une comparaison. Euh, Personnellement, je trouve la comparaison est beaucoup plus important ou plus intéressant pour les projets d'efficacité énergétique ou les bâtiments que pour des projets de production d'électricité. Mais on peut voir ici ce que ça montre comme une valeur pour comparaison, c'est le prix de revient de l'électricité, qui est aussi euh, on peut le considérer comme le coût actuel, le coût actualisé net de l'électricité, levelized cost of electricity en anglais. Donc, ce que ça veut dire, c'est le coût moyen net actuel de production d'électricité pendant toute la durée de vie d'un projet. On peut voir ça comparé pour plusieurs différentes technologies et plus foncé, on a éolienne sélectionnée ici. Et on peut voir que ça peut varier entre, par exemple, ici, 5,9 sous canadiennes par kilowattheure et 55 sous par canadienne par kilowattheure. C'est une plage assez grande. Si on veut voir d'où ça vient, on peut cliquer ici sur base de données de comparaison et voir à partir de ces hypothèses, cette plage a été calculée. Donc, on peut voir les hypothèses de base ici comme hypothèse financière, ratio d'endettement, etc., et aussi des hypothèses spécifiques à chaque technologie ici, comme pour éolienne, c'est variable. Si des fois, ça peut poser ou ça peut résulter dans de confusion parce que les gens vont dire, hey, je veux une analyse de faisabilité. C'est quoi cette graphique ici? C'est quoi le rapport avec mon analyse de faisabilité? Et il n'y a pas un rapport avec votre analyse de faisabilité. C'est un rapport c'est une analyse de comparaison. Donc, si vous pensez que ça va mener à la confusion, ce que vous pouvez faire, vous pouvez masquer la comparaison. Et souvent, je fais ça quand c'est une analyse de faisabilité que j'aime faire. Je veux montrer à quelqu'un, juste pour éliminer cette possible point de confusion. Maintenant, sur la page énergie, ça c'est où commence l'analyse de faisabilité. L'analyse de faisabilité se trouve dans l'onglet énergie, coûts, émissions, finances, risques. Aussi, on peut produire les rapports
ici. Ce rapport est personnalisé ici, qui sont associés avec analyse de faisabilité. Sur l'énergie, c'est là où on va spécifier le coût de l'électricité et combustible. Par exemple, le montant qu'on va gagner pour chaque kilowattheure d'électricité produite par un parc éolien. Ça se trouve ici. Et ici, on voit les détails de notre projet éolien, incluant l'information sur les ressources éoliennes, l'information sur le type d'équipement qu'on veut utiliser, incluant le courbe de puissance pour la turbine, et on va parler de ça un petit peu plus tard. Les différentes pertes, le coût pour d'investissement, de bâtir cette parc éolien et aussi le coût d'exploitation et entretien et des résultats. Et je devrais souligner que ces résultats, qui sont souvent les choses qu'on cherche, l'électricité exportée au réseau et le revenu d'exportation de l'électricité, sont des résultats annuels. Donc, pour chaque année, on va générer, pour ce projet, 274 gigawattheures d'électricité et par chaque année, on va avoir un revenu de 28 millions pour ce projet ici. On va regarder cet onglet en plus de profondeur quand on fait l'analyse de prévisibilité ensemble tantôt. Le coût ici nous permet d'exprimer ou de spécifier tous les coûts pour le projet. Dans une analyse niveau 1 ici, qui est le plus simplifié, on trouve juste les coûts qui étaient indiqués ici sont copiés automatiquement ici. Donc, si on ne veut pas spécifier en beaucoup de détails, on peut utiliser niveau 1 ici. Si on veut spécifier des choses en plus de détails, on peut utiliser niveau 2 ou niveau 3. Par exemple, ici, on a juste ces coûts ici pour le coût d'investissement et ces coûts et économies pour les choses annuelles. Donc, initial et annuel. Mais sur niveau 3, on a l'option pour spécifier des choses en beaucoup plus de détails. Donc, toutes ces cellules sont pour spécifier les coûts initiaux, donc une longue liste possible là. Et ici sont pour les frais annuels et les économies annuelles, donc beaucoup plus de détails. Et finalement, une nouvelle catégorie des coûts ici qui sont les coûts périodiques. Donc, ils sont dans l'avenir comme les frais annuels ou les économies annuelles, mais ils ne sont pas à chaque année. Ils sont à tous les 3 ans ou 10 ans. Donc, on peut ajouter ces types de coûts ici. Donc, pour nous, on va garder ça à niveau 1. Après ça, on a la page d'émissions ici. C'est où on peut calculer les émissions de gaz à effet de serre. Pour ce projet, c'est situé au Québec. Et selon la base de données des facteurs des émissions de gaz à effet de serre, de Red Screen, les émissions sont 0 tonnes de CO2 par mégawattheure généré. Donc, évidemment, avec 0 tonnes, peu importe si notre parc éolien ne génère pas des émissions de gaz à effet non plus, on ne peut pas vraiment réduire les émissions. Donc, la réduction annuelle brute d'émissions de gaz à effet de serre, c'est 0. Mais si on change le lieu ici, par exemple, si on attendait qu'on va exporter cette électricité aux États-Unis, peut-être, disons, Massachusetts, oups, États-Unis ici, à Massachusetts, côté, on va voir que là, il y a un facteur d'émission de 369 kg de CO2 par mégawattheure généré. Donc, si on peut vendre notre électricité de notre parc éolien à Massachusetts et utiliser ça plutôt que leur génération locale, ça va réduire de façon significative les émissions de gaz à effet de serre. C'est pas ça qu'on planifie de faire, mais je voulais juste vous montrer ça. Donc, je vais retourner ça au Québec. Pour la page finance,
ici, je vais d'abord retourner à niveau 1 ici, où on a une version simplifiée de page finance. On voit qu'on spécifie la durée de vie du projet, le taux d'inflation, le ratio d'endettement et la durée de l'emprunt et le taux d'intérêt, je pense qu'il y a ça. Et j'ai quelques chiffres sommaires pour le projet, incluant les résultats très importants sur la viabilité financière. Donc, le taux de rendement interne avant impôt sur les capitaux propres ici de 20% indique que les investisseurs dans ce projet vont gagner un retour de 20%, selon les hypothèses qui sont présentement dans cette analyse. Et on a une graphique ici qui indique les flux monétaires cumulatifs pour le projet. Donc, c'est un projet de 20 ans, selon cet exemple. Et on peut voir qu'il y avait initialement 30% de valeur du projet qui était investi par les investisseurs. Donc, ça, c'est environ 60 millions de dollars ici. Et avec les ventes d'électricité pendant le projet, les investisseurs étaient retournés cet argent et ils ont terminé le projet avec des flux monétaires très positifs ici. Mais malgré que ça chiffre ce taux de rendement interne avec une décimale de précision ici. Évidemment, une analyse comme celle-ci contient beaucoup d'hypothèses qui ne sont pas exactes. Donc, qu'est-ce qui se passe si, dans la réalité, on trouve que les choses sont un peu différentes de ce qu'on a euh, pris comme supposition dans notre analyse de faisabilité? Là, on peut investiguer ça sur la page risque ici. Donc, il y a une analyse de sensibilité où on peut comparer l'impact de deux facteurs à la fois simultanément. Donc, ici, on voit s'il y a une variabilité de plus ou moins 25% sur les coûts d'investissement, ou peut-être si on trompe sur le prix de l'électricité par 25%, plus ou moins 25%, qu'est-ce qu'on va avoir sur comme l'impact sur le taux de rendement interne sur les capitaux propres. Et on voit ici que si on vise un certain pourcentage, certaines combinaisons ne vont pas atteindre ce pourcentage et d'autres vont avoir un pourcentage acceptable. On peut faire ça, on peut sélectionner des différents paramètres pour notre analyse de sensibilité. Mais des fois, on veut savoir, hey, si toutes nos hypothèses sont possiblement inexactes et je veux voir qu'est-ce qui se passe si il tombe quelque part dans ces plages mentionnées ici. C'est quoi l'impact sur, disons, le taux de rendement interne sur les capitaux propres? Et on peut utiliser RedScreen pour faire une analyse une simulation de Monte Carlo. Donc, ça va sélectionner de manière aléatoire des valeurs pour chacune de ces paramètres dans ces plages ici. Et ça va bâtir plutôt qu'une seule chiffre indiquant le, le taux de rendement interne, ça va nous donner la distribution de possibles taux de rendement interne. Donc, on voit que généralement, si on a fait ce projet 2000 fois avec cette variabilité, on trouverait que typiquement, on aurait un taux de rendement interne de, disons, 15 à 25%. Mais il y a une possibilité qu'on va descendre en bas de 10% ici ou qu'on va avoir un résultat qui est vraiment extraordinaire, comme on voit ici. L'autre chose qu'on trouve ici, c'est l'impact de chaque paramètre sur notre projet, sur le taux de rendement interne pour le projet. Et selon la longueur de chacune de ces barres, on peut évaluer quels sont les facteurs les plus importants. Donc, pour ce projet, on voit que le plus important, c'est la quantité d'électricité exportée ou générée par notre parc éolien. Après ça, c'est le prix de l'électricité. Après ça, c'est le coût d'investissement. Après ça, c'est le ratio d'endettement. Donc, si on veut bonifier notre analyse, peut-être on devrait commencer avec
notre estimé d'électricité exportée au réseau pour cette année. Donc, ça, c'est l'analyse de faisabilité. Maintenant, pour l'analyse de performance, on a données, analyse, ces deux anglais ici. Sur la page données, typiquement, on va fournir les données qui ont été collectées pendant une période de temps. Donc, ici, on a l'électricité exportée au réseau, ici, pour chaque mois. En fait, on peut le trouver pour chaque journée ici, de 2016 à 2020 ici. Si je descends en bas, on voit que la fin 2020. Donc, on a la production d'électricité qui a été mesurée à cette parc éolienne pendant toute cette période. À côté, on a mis la vitesse de vent. Donc, ça peut venir de soit une fiche, un fichier où on a mesuré la vitesse de vent pour chaque journée, ou ça peut venir d'une analyse de NASA ou un autre endroit. Mais ce qui est important, et on a un tableau ici où on a les deux. Pour chaque journée, on a l'électricité produite et la vitesse de vent moyenne pour la journée. Et pourquoi ça, c'est important d'avoir les deux sur la même table? Et parce que sur la page anglais ici, ou sur l'onglet analyse plutôt ici, on peut générer des graphiques. Évidemment, ça, c'est intéressant, mais aussi, on peut faire la régression. Et par régression, je veux dire, on peut développer une équation qui va produire la production d'électricité en mégawattheure par jour en utilisant la vitesse de vent en mètres par seconde par jour. Donc, ici, l'équation qui est représentée par cette ligne, c'est une équation linéaire de cette forme ici. Et c'est basé sur les résultats pour 2016, c'est-à-dire les données qu'on a collectées en 2016. Et on peut voir que ça fonctionne très bien. On a un excellent coefficient de détermination ici, de 96%. Donc, on est en mesure d'utiliser cette équation pour prédire l'électricité, pour prévoir la quantité d'électricité si quelqu'un nous dise voici la vitesse de vent. Et on peut utiliser ça maintenant pour comparer ici en vert ce qu'on mesure versus en bleu ce qu'on va prévoir selon cette équation. Et généralement, on voit une bonne correspondance là, mais pendant les périodes quand il n'y a pas une très bonne correspondance, on peut investiguer la cause de ces différences. Donc, il y a plusieurs manières de regarder ça. Ce qu'on voit présentement, c'est une forme de comparer les deux. Des fois, ça peut être même plus utile de prendre la différence entre chaque prédiction et chaque mesure et faire une somme de ça, de commençant ici jusqu'à un certain point dans le temps. Autrement dit, d'intégrer la région entre les deux courbes. Si on prend une intégration, on va avoir ce qui s'appelle une Q-sum, une somme cumulée des différences. Et cette graphique peut être vraiment révélatoire en termes d'indiquant quand il y a des problèmes, par exemple ici, 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 où la ligne descend, ça indique que notre euh, mesure de production de notre parc éolien est moins que ce que notre équation dit on devrait avoir. Et quand ça monte, ça indique qu'on a une meilleure performance qu'on a vu pendant le 2016. Donc, ça serait intéressant d'investiguer pourquoi c'est pire que 2016 ici et mieux que 2016 ici. Pire ici et mieux ici. Pire ici. Tout de suite, on peut constater qu'au moins à ces trois endroits, c'est pendant l'hiver qu'on a une pire performance. Donc, ça peut nous donner des idées. Qu'est-ce qu'on devrait investiguer? Donc, ça, c'est rapidement l'analyse de performance. Peut-être je vais juste vous montrer ça aussi. Ici, pour chaque année, on peut comparer la prédiction et ce qu'on a été mesuré et voir si elles sont proches.
Et on voit généralement un son acide. Donc, ça m'indique qu'il n'y a pas de problème majeur dans le fonctionnement de nos parcs éoliens. Euh, Sur rapport, on peut générer un rapport soit pour la faisabilité ou la performance, ou les deux. On peut choisir quels éléments on va inclure dans le rapport, dans quel ordre, et on peut même ajouter des éléments en utilisant ces boutons ici et l'exporter. On peut faire plus ou moins la même chose sur personnaliser, mais sur comme un tableau de bord ici. Donc, pour faisabilité, on peut sélectionner les éléments de notre analyse qu'on veut inclure, les placer quelque part sur le tableau de bord. Même chose pour la performance. Donc, une façon de générer un tableau de bord spécifique à notre projet plutôt qu'un rapport. Euh, donc, ça, c'est un survol de Red Screen. Maintenant, on peut retourner à notre présentation et parler un petit peu plus de faisabilité ou pré-faisabilité. Qu'est-ce que c'est? C'est quand quelqu'un propose un projet d'énergie propre, par exemple un parc éolien, et il faut déterminer si c'est une bonne idée ou non. Et qu'est-ce qu'on va dire par une bonne idée? D'abord, on va vouloir déterminer quelle quantité d'énergie notre parc éolien va produire ou notre projet d'efficacité énergétique va économiser. Après, typiquement, c'est très important de déterminer si ce projet serait rentable. Est-ce qu'on va être plus riche parce qu'on a fait ce projet? Et un autre aspect qui est différent de la rentabilité, mais souvent on la confond les deux, c'est en combien de temps est-ce que je vais récupérer mon investissement? Si j'investis de l'argent dans ce projet, est-ce que ça va retourner mon projet rapidement dans les premières années du projet ou est-ce que je vais gagner cet argent plus tard dans le projet? Et ça, c'est un peu différent que rentabilité. Est-ce que vous allez être en mesure d'obtenir un financement? Un projet d'une parc éolienne, comme on vient de regarder, c'est 200 millions de dollars. C'est une grande quantité d'argent. Typiquement, il va falloir euh, emprunter l'argent d'une, disons, une banque ou une autre institution financière. Pour eux, la rentabilité n'est pas très importante. Ce qu'ils veulent savoir est si vous allez être en mesure de repayer l'argent que vous avez emprunté avec intérêt. Donc, ça serait une partie d'une analyse de faisabilité, de regarder les flux monétaires pour le projet pour s'assurer que ça va générer assez d'argent à chaque année pour repayer la dette, parce que sinon, personne ne va vous prêter l'argent. Et finalement, quels sont les impacts sur les gaz à effet de serre? De plus en plus, ça c'est important dans ces analyses. Évidemment, comme je viens de mentionner, des parcs éoliens sont des projets énormes de plusieurs centaines de millions de dollars. Donc, c'est clair qu'on ne va pas utiliser un logiciel simple comme RedScreen pour planifier tous ces projets ou planifier ces projets au complet. On va avoir les outils spécialisés, soit d'ingénierie ou d'analyse financière pour le développement de ces parcs éoliens. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de rôle pour RedScreen? Moi, je vais arguer qu'en fait, malgré l'existence de ces logiciels plus spécialisés, il y a encore un rôle pour un logiciel comme RedScreen dans la planification des parcs éoliens. D'abord, RedScreen est très rapide et facile à utiliser par rapport avec ses analyses et ses outils spécialisés. Donc, ils sont très lourds. Si on veut développer une analyse avec ces autres outils, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'expertise. Par rapport avec ça, avec RedScreen, vous pouvez avoir une analyse dans 30 minutes, au moins une première analyse. Et à cause de ça, ça nous permet de rapidement investiguer différentes possibilités et d'investiguer l'impact de différentes suppositions et hypothèses. Et ça, c'est très intéressant. J'ai même vu des promoteurs de projets éoliens qui vont avoir leur analyse profonde avec les outils spécialisés, mais à côté vont garder
une analyse red screen à jour qui reflète les résultats de ces outils spécialisés, mais avec lequel il peut jouer plus facilement pour investiguer. OK, si il faut faire ça et cet paramètre va changer, comment ça va affecter notre projet en termes approximatifs? Et après qu'ils ont fait ça avec RedScreen, OK, maintenant, elle peut passer par ces outils plus spécialisés, mais c'est un investissement plus grand en termes de temps pour faire ces types d'investigations avec les outils plus détaillés, plus spécialisés. Une autre chose qui est très intéressante, et souvent dans ces projets éoliens, on va avoir des négociations entre différentes personnes, soit les promoteurs et peut-être les communautés où les projets sont proposés. Et les deux doivent communiquer et les deux doivent avoir confiance dans chacun dans l'autre. Et des fois, les promoteurs vont faire des affirmations sur le projet et ça, c'est des fun d'être en mesure d'au moins vérifier d'une manière approximative leurs affirmations. Et Red Screen est un excellent outil pour ça, parce qu'on n'est pas obligé de juste accepter ce que quelqu'un nous dise sur la rentabilité d'un projet ou ce que ça peut payer, tout ça. On peut investiguer avec Red Screen pour avoir une meilleure idée de si on peut faire confiance dans, disons, un promoteur ou quelqu'un d'autre qui fait une affirmation. Et aussi, on peut négocier mieux avec un promoteur, par exemple. Parce que si on est bien informé, si on sait que le projet devrait être rentable avec un certain niveau de rentabilité, on peut peut-être négocier avec plus de force pour nous bénéficier si on est, par exemple, un leader dans une communauté où le parc éolien serait situé. Finalement, c'est une bonne façon de partager les données sur un projet. Donc, vous pouvez faire votre analyse red screen et le partager avec quelqu'un d'autre, plutôt que donner un long document qui décrit toutes sortes de détails ou des choses peuvent être cachées sur le 50e page de ce document. Vous pouvez partager un fichier red screen. C'est simple et il n'y a rien caché. C'est une méthodologie standardisée, normalisée, donc les gens peuvent avoir confiance que la méthodologie est raisonnable. Donc, c'est une bonne manière de partager l'information, un aperçu de votre projet. Donc, pour notre démonstration, on va faire une analyse de préféasibilité, donc faisabilité, mais faite très rapidement. Parce qu'une vraie analyse de faisabilité pour un parc éolien, ça va coûter des millions et des millions de dollars. Il faut avoir des installations sur site pour mesurer les vitesses de vent. Euh, il faut faire des analyses des impacts environnementaux, etc. Analyse d'interconnexion avec le réseau. Évidemment, on ne fait pas ça dans 30 minutes comme on va faire, mais on peut au moins faire une analyse rapide en utilisant les données publiquement disponibles. Et ça, c'est une analyse pré-faisabilité. Euh, on va faire ça pour un projet de 100 mégawatts dont la construction est prévue dans les 5 prochaines années. On va proposer un site de 45 km à l'est, un petit peu du sud, mais à l'est de Montréal. On va utiliser les turbines de 5 à 7 mégawatts parce que ça, c'est typique pour les turbines utilisées maintenant. On va attendre que le promoteur de ce projet va répondre à un appel d'offres où Hydro-Québec demande des offres pour des projets et Hydro-Québec offre des contrats d'achat d'électricité sur une période de 20 ou 30 années. Donc, ça, c'est très intéressant pour un promoteur parce que, évidemment, Hydro-Québec, c'est un organisme qui va payer. On peut compter sur eux de payer cet argent. Donc, si on a un tel contrat, ça serait beaucoup plus facile de chercher le financement avec une banque que si on veut vendre cette électricité à quelqu'un moins fiable que Hydro-Québec. Euh, Finalement, on va ajouter que basé sur des projets dans le passé, on attend que les soumissions gagnantes pour cet appel d'offres vont offrir leur électricité à un prix de 7,5
sous par kilowattheure environ. Donc, on attend 7 à 8 sous par kilowattheure. Donc, si on est un promoteur et on veut gagner cet appel d'offres, il faut qu'on ait un projet qui était concurrentiel. On peut offrir l'électricité à ce prix-là. Donc, la première perspective qu'on va regarder ici, la première perspective, c'est comme on est promoteur qui étudie des options pour un projet. Et pour eux, la question peut être combien, euh, qu'est-ce que je dois charger pour chaque kilowattheure d'électricité produite par le projet afin d'arriver à un taux de rendement interne pour mes investisseurs, donc sur les capitaux propres, de 12%. Donc, on a des investisseurs, ils exigent un retour de 12%. Qu'est-ce qu'il va falloir charger pour l'électricité pour arriver à ça? Et on peut comparer ça avec le 7 à 8 sous par kilowattheure qu'on pense que notre concurrent va offrir. Deuxième perspective, ça peut être les autorités locales, donc les communautés proches à cette parc, qui veulent évaluer les informations du promoteur et peut-être négocier pour euh, avoir des meilleurs bénéfices de ce projet. Donc, est-ce que le promoteur peut-il se permettre de verser des avantages substantiels à la communauté pour l'utilisation des terrains? Euh, donc, pour aider les autorités locales de négocier avec le promoteur, on peut faire une analyse red screen qui va les aider à comprendre mieux la rentabilité de ce projet. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour ce modèle énergétique? Dans red screen, d'abord, la courbe de puissance de la turbine. Donc, on va installer des turbines. Ils vont convertir l'énergie éolienne dans l'électricité, mais il faut avoir une description quelconque de leur capacité de faire cette conversion. Et ça, c'est une courbe de puissance. Donc, dans une courbe de puissance pour une turbine, on a un exemple ici. On peut prendre la vitesse instantanée, euh, donc à un certain moment dans le temps, et on peut déterminer qu'est-ce que les turbines vont produire à ce moment. Donc, disons, on mesure à un moment dans le temps 7 mètres par seconde comme vitesse de vent au niveau de la turbine, comme au niveau du moyeu de la turbine. On attend pour une mesure de 7 mètres par seconde que la turbine va produire, disons, 2500 kilowatts à ce moment. Donc, c'est très important de comprendre que ça, c'est la vitesse instantanée, pas une vitesse moyenne pendant une longue période. Ça, c'est la puissance instantanée associée avec une vitesse instantanée. Ça, c'est pour une certaine turbine. J'ai sélectionné cette turbine pas parce que je pense que c'est une bonne turbine. En fait, je ne sais pas si c'est une bonne turbine ou non. Mais je l'ai sélectionnée pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette puissance nominale de 6 mégawatts, c'est dans la plage de 5 à 7 mégawatts qu'on voulait utiliser. Deuxième, il faut construire une turbine éolienne de manière que c'est en mesure, c'est approprié pour les ressources éoliennes. Et ça, c'est communiqué par une certaine classification standardisée ou normalisée par IEC. Donc, IEC classe 2, ici, c'est apte pour les turbines installées où la vitesse de vent à l'auteur du moyeu, c'est 8,5 mètres par seconde ou moins. 8 à 8,5 environ. Donc, j'attends une ressource comme ça. Donc, je pense que cette turbine va être apte pour ce type de ressource. Si on choisit le mauvais type de turbine, deux choses peuvent arriver. D'abord, si c'est fait pour une ressource plus faible, on risque d'avoir une très mauvaise durée de vie pour la turbine. Et si on choisit une turbine qui est faite pour une ressource plus forte, ça ne va pas générer beaucoup d'électricité à notre site parce que ça serait construit ou conçu pour utiliser les vents forts qui ne sont pas disponibles à notre site. Donc, il faut choisir une turbine qui est appropriée pour notre site. Donc, j'ai choisi celle-ci parce que ça devrait être approprié. On constate aussi que l'auteur de moyeu ici, c'est 162 mètres. La surface balayée,
c'est 24 000 mètres carrés. Donc, vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Avec un diamètre de rotor de 165 mètres. Donc, ça, c'est les turbines que je propose qu'on utilise. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre pour notre modèle énergétique? C'est primordial qu'on ait une estimation précise de la ressource éolienne. Pourquoi? Parce qu'une petite erreur dans l'estimation des vitesses du vent entraîne une erreur importante dans l'estimation de production d'électricité. Et on peut même voir ça directement ici, sur cette courbe de puissance. Si je mesure 7 mètres par seconde, je vais conclure que la turbine devrait produire, disons, 2500 kilowatts d'électricité. Mais si je me trompe par 1 mètre par seconde seulement, et en réalité, la vraie vitesse de vent est 6 mètres par seconde, la turbine va produire que 1500 kilowatts, qui est vraiment une grande différence. Hein. C'est 40% de moins. Donc, on voit qu'une petite erreur dans la mesure des vitesses de vent, le résultat est une grande erreur dans l'estimation de production. Donc, ça, c'est la première chose qu'on va avoir besoin. Deuxième chose, les ressources éoliennes typiquement varient considérablement d'un endroit à un autre. Donc, il va falloir avoir un estimé de la ressource éolienne à notre site. Pas un endroit à 50 km ou même 20 km de notre site, mais pas mal qu'on prend de notre site. Donc, parce que sinon, on risque d'avoir une mesure qui se trompe par 0,5 mètres par seconde ou 1 mètre par seconde, et ça, c'est trop. On peut tirer des mauvaises conclusions basées sur une erreur comme ça. Et finalement, il faut estimer la vitesse de vent pour chaque heure de l'année. Pourquoi? Parce que la courbe de puissance n'est pas une relation linéaire. Si c'était une relation linéaire, plutôt que la vitesse instantanée ici, on peut prendre la vitesse moyenne pendant toute l'année et chercher la puissance moyenne pendant toute l'année. Et comme ça serait facile d'estimer la production de notre turbine pendant toute l'année. Mais ce n'est pas une courbe linéaire et on ne peut pas faire ça. Et on peut voir ça pour une cas limite très facilement. Imagine que notre vitesse moyenne pour l'année était 2 mètres par seconde. Selon cette courbe de puissance, si on l'interprète comme ça veut dire que vous avez 0 puissance en moyenne. Donc, vous allez produire 0 électricité pendant l'année. Mais c'est clair qu'une vitesse moyenne de 2 mètres par seconde indique qu'il y a une grande majorité de l'année, vous n'avez pas beaucoup de vent, mais on va avoir des heures quand il y a un vent de 5, 7, 8, 9 mètres par seconde. Et pendant ces périodes, la turbine va produire l'électricité. Donc, c'est un cas exceptionnel, un cas limite, mais on peut voir que on ne peut pas juste prendre la vitesse moyenne et l'utiliser avec la courbe de puissance. Plutôt, ce qu'il faut faire, il faut avoir les vitesses pendant chaque heure ou pendant chaque période de 15 minutes pendant l'année et à chaque heure, regarder qu'est-ce que la turbine va produire et ainsi on peut faire un total pour toutes les heures de l'année basé sur la courbe de puissance et la vitesse de vent. Et ça, c'est problématique parce que si on veut avoir une mesure chaque heure de l'année, il y a 8667, 76 plutôt, heures dans l'année, si je me trompe, 800, 760 plutôt, heures dans l'année. Donc, c'est beaucoup de données. Mais si on pense un peu, on réalise, l'ordre de ces heures n'est pas important. On veut juste savoir combien d'heures dans l'année est-ce qu'on va avoir une vitesse de 0 mètre par seconde, combien d'heures dans l'année est-ce qu'on va avoir une vitesse de 1 mètre par seconde, etc., jusqu'à, disons, 30 mètres par seconde. Donc, on a besoin juste de comme 30 chiffres. Le nombre d'heures par année pendant laquelle la vitesse va être à une certaine vitesse spécifiée. Donc, on peut utiliser un histogramme pour représenter ça. Et on peut même simplifier plus parce qu'on peut approximer cet histogramme en utilisant une courbe.
Et la courbe qu'on utilise dans le domaine, c'est une distribution de probabilité de Weibull. Donc, on voit 5 exemples de ça ici. Donc, pour une vitesse instantanée de vent, on voit la probabilité de cette vitesse. Donc, par exemple, pour 6 mètres par seconde, pour cette courbe ici, on voit que peut-être 12 ou 13 heures de l'année, 13% des heures de l'année vont avoir une vitesse de 4 à 5 mètres par seconde. Toutes les courbes ici ont une vitesse moyenne de 6 mètres par seconde, mais on peut changer la forme de la courbe basée sur un deuxième paramètre qui est la valeur de K ici. Donc, on peut voir le plus que le K est base, le plus qu'on a une distribution asymétrique qui favorise les basses vitesses de vent, le plus que c'est haut, le plus qu'on a une distribution serrée autour de la vitesse moyenne, comme on voit ici. Typiquement, on commence avec une valeur de K de 2 qui est représentée par la courbe orange ici. Mais avec cette distribution, on peut déterminer ce qu'on attend de mesurer chaque heure de l'année pour la vitesse de vent. Après ça, on peut passer par la courbe de puissance de la turbine et générer pour chaque année la puissance que la turbine va produire selon la vitesse de vent et intégrer ça pour toute l'année et arriver avec la production qu'on attend pour la turbine pendant toute l'année. Et quand je dis on, je veux dire RedScreen peut faire ça. Parce qu'on va spécifier la courbe de puissance, on va spécifier la distribution et ça va faire l'exercice de faire cette calcul. OK, donc comme ça, on peut faire notre analyse. Je vais retourner dans RedScreen ici et je vais démarrer une analyse de faisabilité vierge ici, projet vide, comme ça. Et la première chose qu'il faut faire est sur la page lieu, il faut spécifier où se trouve notre installation. Donc, je vais cliquer ici sur choisir le lieu des données climatiques et je vais faire un zoom ici en avant et je vais placer, je pourrais chercher ici, mais étant donné que mon endroit est assez proche où on se trouve ici. Oui, voilà. C'est quelque part ici que je vais placer la turbine. Donc, je vais juste, je dis la turbine, mais c'est un parc éolien. Je vais placer comme quelque part ici, juste au nord de Mont-Saint-Grégoire, quelque chose comme ça. Et quand je place ça ici, on voit que RedScreen va chercher les données climatiques de le site le plus proche. Donc, ça, c'est l'Acadie, c'est à 21 km. 21 km, c'est pas pire pour une mesure de température ou même la pression atmosphérique, mais c'est assez loin pour une mesure de vitesse de vent. Donc, probablement, les données climatiques que vous allez voir sont changées ici, ne seront pas suffisants en termes de vitesse de vent. On a des mesures de vitesse de vent ici, mais elles sont de l'Acadie, qui est à 20 km de distance, et en plus, ils sont à 10 mètres de hauteur. Et retournant vers notre présentation, on voit qu'on planifie une turbine qui a une hauteur de moyeu de 162 mètres. Donc, 10 mètres, c'est loin de 162 mètres. Il va falloir faire une grande transformation selon une règle quelconque pour changer de 10 mètres à 162 mètres. Ça risque d'apporter beaucoup d'erreurs, donc on ne va pas faire ça. Donc, cette colonne ici n'est pas très utile, mais cette colonne pour l'atmosphérique, pression atmosphérique et la température sont très utiles. Pourquoi elles sont utiles?
parce que c'est pas juste la vitesse de vent qui est importante, c'est la densité du vent, c'est-à-dire la masse d'air qui va passer à travers le rotor. Et la densité est une fonction de la pression atmosphérique. Le plus d'air qu'on a qui pousse, qui presse sur nous, le plus de masse, le plus dense l'air, le plus de masse qui va passer à travers la turbine. Et également, le plus froid l'air, le plus dense l'air, le plus de masse qui va passer à travers la turbine. Donc, ces deux paramètres sont intéressants, sont utiles, mais probablement la vitesse de vent à 10 mètres, ce n'est pas suffisant pour nos besoins. On va chercher cette information de notre source tantôt. Sur la page installation, on va spécifier on veut uniquement une analyse de faisabilité, pas performance. Je vais masquer la comparaison ici et je vais s'assurer qu'on a centrale électrique spécifiée ici et éolienne spécifiée ici. Et pour la description, je peux faire un projet à grande échelle. Au cas où j'ai des petits projets photovoltaïques, des petits projets éoliennes et aussi des grands projets. Comme ça, si je les mets dans un portefeuille plus tard, ça serait une façon de séparer les petits projets comme les projets à plus grande échelle. Préparer pour, je peux mettre n'importe quoi, mais je vais indiquer webinaire et préparer par, je vais mettre mon nom. Si je voulais partager ça avec un client, je pourrais ajouter les détails sur mon organisme ici. Je ne vais pas faire ça. Pour le nombre d'installations, je peux faire n'importe quoi. Je vais faire un projet de Montérégie et je peux indiquer l'adresse si nécessaire. Donc, comme ça, j'ai tout ça configuré. Je peux changer l'image si je veux, mais ce n'est pas nécessaire. Sur la page énergie, d'abord, je vois qu'il y a un menu ici. La première étape, c'est électricité et combustible. Ça indique qu'il y a gaz naturel disponible à cette site. Pour moi, ce n'est pas important. Je ne peux pas éliminer qu'il y a toujours dans Red Screen un gaz ou un combustible disponible, mais je n'ai pas besoin de l'utiliser dans mon analyse. Donc, je peux tout simplement ignorer ça. Je ne peux pas l'éliminer, mais je peux l'ignorer. Par contre, ce qui compte, c'est le prix de l'électricité ici, c'est-à-dire combien je vais être payé pour chaque kilowattheure d'électricité produite par mon parc éolien. Et par défaut, c'est 10 sous par kilowattheure. Je vais laisser ça comme tel pour l'instant. Plus tard, je reviens, je vais ajuster ça afin d'arriver à un taux de rendement interne pour les investisseurs de 12%. Donc, c'est cette chiffre que je vais ajuster pour arriver à le résultat attendu. Maintenant, deuxième étape, il faut que j'ajoute un système de production d'électricité. Et évidemment, je vais sélectionner une éolienne ici. Donc, en cliquant ici, j'ai un projet éolien. Je peux même changer le nom ici, projet éolien. Et on va voir que dans la liste, je peux avoir plusieurs projets si je veux. Je peux ajouter un projet photovoltaïque, n'importe quoi, ajouter plusieurs projets ici. Mais j'ai changé le nom juste pour démontrer que il y a une correspondance entre ce qu'on voit ici et ce qu'on voit ici. Et on voit qu'il y a trois niveaux d'analyse. Je vais commencer avec le premier niveau d'analyse qui est le plus simple. Donc, je vais dire, regarde, je sais que c'est un projet de 100 mégawatts environ parce que c'était indiqué dans la présentation. Et ici, il y a un facteur d'utilisation. Et si vous êtes familier avec des projets électriques, vous allez savoir qu'un facteur d'utilisation indique la production moyenne de nos parcs éoliens pendant toute l'année exprimée comme pourcentage de sa capacité électrique. Donc, je peux chercher cette chiffre et je peux trouver que en Amérique du Nord, présentement, il y a beaucoup de parcs éoliens avec un facteur d'utilisation de 45%. Ça veut dire qu'en moyenne, j'attends que mon parc éolien va produire 45 mégawatts en continu pendant toute l'année, parce que 45% de 100 mégawatts, c'est 45 mégawatts. C'est un chiffre que j'ai pris juste en utilisant l'information disponible
dans les articles ou dans les rapports d'autres promoteurs. J'ai pas utilisé les ressources éoliennes encore. Mais pour première analyse, ça peut être intéressant de faire une analyse rapide avec un chiffre comme ça. Pour les coûts d'investissement, si j'étais un promoteur, probablement, j'aurais beaucoup d'informations sur qu'est-ce que j'attends de payer pour développer mon projet. Mais si je n'ai pas cette type d'information, je peux consulter une base de données des coûts de RedScreen. Et ça indique que pour un projet de cette envergure, de 100 MW, j'attends qu'il faut payer environ 2100 dollars canadiens par kilowatt pour développer ce projet, pour installer, payer pour l'équipement, tout ça. Je peux coller ça ici. Évidemment, on n'est pas obligé d'utiliser cette chiffre qui vient de RedScreen. Si on n'aime pas le chiffre, on peut utiliser n'importe quel chiffre qu'on pense est approprié. Mais si on n'a pas une idée, on peut commencer avec l'estimé de RedScreen. Même chose pour les coûts d'exploitation et entretien ici. Il y a une base de données. Il y a des économies d'échelle là aussi. Donc, il faut choisir la valeur pour un projet de la même envergure. Donc, je vais sélectionner cette valeur ici. Encore, je peux changer le chiffre si je n'aime pas la suggestion de RedScreen, mais c'est un point de départ. Et comme ça, j'ai une première analyse qui indique que j'attends qu'on a 41 millions de dollars de revenus chaque année par les ventes d'électricité de cette parc éolienne. Si je charge 10 sous par kilowattheure. Et évidemment, on va changer ce chiffre plus tard. Et ça, c'est la façon de faire l'analyse, le modèle énergétique le plus rapidement avec RedScreen. Maintenant, sur la page coûts, on voit les mêmes coûts qu'on avait spécifiés sur la page énergie. Ils sont disponibles sur une analyse de niveau 1 ici. Parfait. Sur la page d'émission, au Québec, le facteur d'émission est zéro pour les projets hydroélectriques qui sont presque 100% de la production sur le réseau Hydro-Québec. Donc, notre parc éolien ne va pas réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a une réduction annuelle de zéro ici. Sauf si cette électricité est vendue en Ontario, en Nouveau-Brunswick, aux États-Unis, où il y a encore des émissions de gaz à effet de serre. À ce moment, peut-être on peut ajuster ce chiffre, chercher un autre endroit dans cette base de données ici, ou même sur niveau 2, ici, spécifier quels seraient les systèmes, les combustibles qui vont être, qui sont utilisés sur le réseau qui vont être réduits par l'utilisation d'énergie éolienne. Et comme ça, on peut calculer un facteur d'émission de gaz à effet de serre avec ça. Et pour l'instant, je vais juste utiliser zéro pour Québec ici, parce que probablement, cette électricité serait consommée au Québec. Maintenant, j'arrive sur la page finance ici. Je vais garder une analyse assez simple ici. Je vais ajuster le taux d'inflation. Je pense que ça peut être plus comme 2,5%. Le taux d'inflation sur une analyse niveau 1 ici va être appliqué à toutes les dépenses et des revenus dans l'avenir. Donc, ce n'est pas juste mes coûts d'exploitation qui seraient augmentés à chaque année par le taux d'inflation, mais aussi c'est mes revenus des ventes d'électricité. Le prix qui je vais charger pour l'électricité va augmenter par 2,5% par chaque année. Pour la durée de vie du projet. Et si ça, c'est pas acceptable, c'est-à-dire on veut séparer le taux d'inflation sur l'exploitation et l'entretien versus le taux d'indexation sur le coût de l'électricité, on peut utiliser niveau 2. Là, on peut spécifier deux chiffres différents. Voilà le taux d'indexation sur l'exportation d'électricité. Voilà le taux d'inflation. Donc, on voit, on peut changer les chiffres là. Mais pour l'instant, je garde ça simple. Niveau 1 ici. Et je vais changer la durée de vie du projet. Je pense 20 est pessimiste. Je vais mettre 25 années ici, en espérant que mes turbines vont durer 25 années.
Pour le ratio d'endettement, je pense 70 est trop optimiste. Je vais aller avec 50%. Je ne sais pas si c'est réaliste, ça. Probablement, dans la réalité, 70 est plus proche à ce que les promoteurs vont chercher, mais c'est ça le chiffre que je vais utiliser, 50% ici. Pour le taux d'intérêt sur la dette, je vais indiquer 5% ici. Avec un contrat d'achat pour notre électricité d'Hydro-Québec, je pense que les banques et les autres institutions financières seraient très intéressées de nous vendre, de nous offrir un emprunt. Donc, le taux d'intérêt, je pense, va être assez bon. Pour la durée de l'emprunt, je vais laisser ça à 15 années. Donc là, je vois les total des coûts d'investissement qui viennent de la page d'énergie, 210 millions. 50% de ça vient de notre investisseur, 50% de ça vient de la banque. La banque exige qu'on repaye cet argent pendant 15 années avec un taux d'intérêt de 5%. Donc, on a ici, sur les frais annuels, on a les coûts d'exploitation et entretien de 5,5 millions, mais aussi le paiement de la dette pendant 15 ans, ici, 10 millions. Et on peut voir ça dans le flux monétaire cumulatif. On peut voir qu'il y a un léger changement dans le pente ici, le pente plutôt ici, juste après 15 ans. Et ça correspond de la fin de notre hypothèque. Voici les économies ou les revenus annuels. Dans notre cas, c'est le revenu d'exportation de l'électricité, 41 millions par année, qui va augmenter par 2,5% le taux d'inflation. Et le résultat, présentement, c'est un taux de rendement interne de 28%. Évidemment, c'est super. Nos investisseurs cherchent 12% et on peut faire ce projet à 28%. Seul bémol avec ça, et c'est basé sur un prix de l'électricité de 10 sous par kilowattheure. Et si on regarde la description du projet, il y a une indication qu'on attend que nos concurrents vont offrir des projets Hydro-Québec où ils vont demander juste 7,5 sous par kilowattheure. Donc, évidemment, ça serait beau de gagner 28%, mais notre projet ne serait pas sélectionné si on charge 10 sous par kilowattheure. Donc, ce qu'on va faire, je vais cliquer ici sur tableau de bord et je vais utiliser ça pour regarder ces paramètres de viabilité financière en même temps que je suis sur l'onglet énergie et je change la valeur pour le prix de l'électricité ici. Donc, on sait que 10 sous par kilowattheure, c'est trop élevé. Donc, je vais regarder avec 5 sous par kilowattheure. Et je vois qu'avec ça, le taux de rendement interne descend à 8%. C'est en dessous des niveaux exigés par nos investisseurs. Donc, évidemment, c'est trop bas. Je vais augmenter ça peut-être à 7 sous par kilowattheure. Ah, je l'ai dépassé. Donc, ça doit être autour de comme 6 sous par kilowattheure ici. Et on voit qu'avec 6 sous par kilowattheure, c'est extrêmement proche à 12%. Donc, on sait qu'avec ces hypothèses, si on accepte ces hypothèses, on peut charger 6 sous par kilowattheure, arriver avec un taux de rendement interne de 12%, qui va faire plaisir à nos investisseurs, et on peut probablement gagner l'appel d'offres. Avant que je regarde encore notre hypothèse, je vais tourner à la page risque ici. Je vais sauter l'analyse de sensibilité et je vais descendre ici sur l'analyse risque ici. Je vais regarder le taux de rendement interne avant impôt sur les capitaux propres et je vais voir avec cette graphique ici quels sont les paramètres les plus importants, c'est-à-dire quels sont les paramètres qui jouent le plus grande influence ou le plus grand rôle dans la détermination du taux de rendement interne. Et je vois, selon ça, la chose la plus importante, c'est l'électricité exportée au réseau. Et après ça, c'est le prix de l'électricité exportée. Mais dans la réalité,
j'ai pas d'incertitude sur le prix de l'électricité exportée. Ça serait une condition de mon contrat avec Hydro-Québec. On va spécifier, ça c'est le prix. Donc, il n'y a vraiment aucune incertitude associée avec ça. Donc, pour le prix de l'électricité exportée, je vais changer le chiffre de 25% pour la plage à zéro, indiquant que j'attends que le prix est 60 par mégawattheure exactement. Et maintenant, je peux voir que le facteur qui est le plus important dans mon analyse, c'est la quantité d'électricité exportée au réseau. Si je veux améliorer mon analyse, ça, c'est les choses que je devrais d'abord améliorer. Et quand je retourne à la page énergie, je peux voir qu'est-ce que j'ai fait pour estimer la quantité d'électricité exportée au réseau. J'ai pris un chiffre de 45% parce que j'ai lu quelque part, ça serait peut-être un chiffre qui est raisonnable pour d'autres parcs éoliennes quelque part en Amérique du Nord. Donc, pas une très bonne façon d'estimer notre production d'électricité à notre site. Donc, pour améliorer ça, j'aimerais pas supposer un certain facteur d'utilisation, mais plutôt calculer le facteur d'utilisation basé sur un estimé de ressources éoliennes au site. Et pour faire ceci, je vais utiliser niveau 2 ici. Donc, dans niveau 2, il faut spécifier la vitesse de vent et le comportement de nos turbines afin de calculer le facteur d'utilisation. Donc, c'est ça qu'on va faire. Et pour la vitesse de vent, j'ai ici les chiffres qui viennent de la donnée climatique ici, sur la page LUR. Donc, je vois que 3,5 mètres par seconde mesuré à 10 mètres, ça vient directement d'ici, hein? 3,7 mètres par seconde à une hauteur de 10 mètres ici. Et j'ai dit tantôt que ça ne serait pas acceptable pour une analyse de même pré-faisabilité. Donc, j'ai besoin d'une meilleure estimation des vitesses de vent annuelles ici. Et je peux le trouver en regardant l'Atlas mondial des vents. Donc, en cliquant sur ce bouton ici, ça va ouvrir cet Atlas mondial de vent. Et je peux d'abord changer ça en français. Donc, tout est en français ici. Et on peut, comme chercher, disons, Chambly. Notre site est proche à Chambly, Québec. Et en cliquant là, oups, je viens de double-cliquer. Je ne voulais pas faire ça. Euh, encore, je vais cliquer sur ça. Ça prend un peu de temps pour que les résultats s'affichent, mais je vais juste faire un zoom en arrière et on peut voir que Chambly est là, Saint-César est là. Donc, moi, mon site, je propose, c'est quelque part ici. Et c'est difficile de voir juste avec les normes des communautés ici. On peut voir évidemment Mont-Saint-Grégoire et d'autres montagnes qui sont une couleur différente. En passant, j'ai dû mentionner qu'ici, on regarde les vitesses moyennes de vent et l'échelle pour les couleurs, la légende pour les couleurs indiquée ici. Donc, orange, c'est autour de 6-7 mètres par seconde à une hauteur de 100 mètres. Très important. Euh, il faut toujours spécifier l'auteur de mesure quand on spécifie la vitesse de vent. Mais notre site serait quelque part ici, je crois. Donc, ce que je peux faire, et je peux sélectionner un endroit ici, euh, comme ici. Disons ça, c'est où on va peut-être placer nos turbines. On a sélectionné cet endroit ici. Une chose qui est intéressante, et je peux regarder rapidement le réseau électrique. Je peux ajouter ça sur le graphique ici. Et je peux voir ces lignes sont les lignes électriques. Et ça, c'est une partie de raison pourquoi c'était intéressant. On voit qu'en rouge, on a une ligne électrique de 500 kV ou plus élevée.
en vert, on a les lignes de 110 à 300 kV. Donc, on a toutes sortes de lignes de transmission sur lesquelles on peut connecter. Probablement, il y a déjà une sous-station de transformation, une station de transformation où on peut connecter. Donc, ça, c'est une chose qui rend ce site intéressant. Pour la vitesse de vent, j'ai une estimation pour cette région que je viens de spécifier en noir ici. Donc, c'est 113 km, mais les meilleurs endroits ici sont à 700 mètres par seconde. Mais si je regarde la densité de puissance moyenne, plutôt la vitesse moyenne de vent, donc je sélectionne ici, et je sélectionne 150 mètres ici, plutôt que 100 mètres. Pourquoi 150 mètres? Parce que nos turbines, l'auteur de moyeu, on a dit que ça serait 162 mètres, donc 150, on est plus proche. On voit que la ressource est même mieux ici que dans la partie est de cette zone. Donc, je peux peut-être même choisir un autre site ici, juste en regardant cette zone ici. Je ne vais pas mettre Mont-Saint-Grégoire parce que pour plusieurs raisons, ça, c'est une mauvaise idée. Et là, je vois, en sélectionnant ici, j'ai une ressource ou une vitesse moyenne de 8,1 mètres par seconde. Donc, ça serait, euh, on voit que juste en changeant l'endroit d'ici à ici, on a changé de manière importante l'estimé de notre vitesse de vent. Ça, c'est pourquoi on devrait utiliser un outil comme ça plutôt de juste accepter ce qui se trouve pour les vitesses de vent dans la base de données climatique de RedScreen parce que ça vient de 20 km de loin. Euh, Ça ne serait pas précis. Et en plus, on a une mesure de 150 mètres ici d'auteur. Donc, on va utiliser ça dans RedScreen. On va indiquer que ça, c'est 8,09 mètres par seconde, mesuré à 150 mètres. Et le prochain paramètre ici, c'est le coefficient de cisaillement de vent. Et on voit que si je positionne le pointeur ici, il y a un point d'interrogation qui apparaît. Ça indique que si je clique, je vais avoir accès à l'aide. Je peux lire qu'est-ce que ça veut dire, le coefficient de cisaillement de vent. Et on voit que c'est un paramètre qui permet RedScreen d'ajuster la vitesse de vent basée sur l'auteur de la mesure. Parce qu'évidemment, le plus qu'on on est haut, généralement, le plus que le vent est fort. Donc, il faut ajuster la vitesse de vent basée sur l'auteur. Et je vois qu'il y a des suggestions que typiquement, ça serait dans une plage ici, mais si les caractéristiques du site ne sont pas encore déterminées, une coefficient de 0,14 constitue une première approximation acceptable. Donc, pour l'instant, je pourrais mettre ça. Et c'est approximatif, mais c'est pas très important. Pourquoi? Parce que je commence avec une mesure à 150 mètres. Donc, je n'ai pas besoin de faire un grand ajustement pour une turbine à 130 mètres ou une turbine à 160 mètres. Si j'ai commencé avec une mesure à 10 mètres et j'ai dû trouver la vitesse à 160 mètres, ça serait un grand ajustement. Et à ce moment, le coefficient de cisaillement de vent doit être exact. Mais si je fais juste un ajustement de quelques dizaines de mètres au maximum, euh, le coefficient de cisaillement de vent, ça peut être spécifié de manière approximative sans résulter dans une grande erreur. Pour la température de l'air, je peux utiliser la suggestion de RedScreen basée sur l'Acadie. La température ne change pas d'un endroit à l'autre autant que la vitesse de vent. Même chose pour la pression atmosphérique. On peut faire des arguments que les turbines sont à 150 mètres, sont plus hauts. Peut-être on devrait descendre la température un peu, descendre la pression atmosphérique un peu. Mais pour l'instant, je peux le laisser comme ça, comme ça. Maintenant, pour la turbine, on sait qu'on veut utiliser une Enercon E175. Donc, je vais cliquer ici pour ouvrir la base de données de produits de RedScreen.
et je vais chercher cette turbine. Donc, je peux chercher parmi tous les fabricants une turbine Enercon ici. Et là, je regarde pour le 175 et ce n'est pas là. Et ça arrive des fois qu'une turbine qui est disponible présentement sur le marché, comme le E175, qui est disponible de Enercon maintenant, c'est une de leurs turbines disponibles en Amérique du Nord maintenant, n'est pas disponible dans la base de données RedScreen. Donc, je vais choisir un autre qui a une courbe de puissance ici. C'est une turbine de 3 mégawatts, donc pas aussi grande que notre E75, mais je peux commencer avec ça. Donc, je vais coller ces données ici. On va voir que la courbe de puissance est ajoutée ici. Et comme ça, on peut voir en vert ici la courbe de puissance pour cette turbine. Et on voit que ça commence ou ça va sortir pleine puissance à 13 mètres par seconde, qui est comparable avec notre turbine ici, hein, à 13 mètres par seconde, ça va générer pleine puissance. Donc, c'est peut-être aussi une turbine qui est faite pour une ressource similaire à ce on a là, donc une classe 2. Donc, c'est peut-être pas un mauvais choix pour turbine ici. Euh, il va falloir ajuster le nombre de turbines ici parce qu'on veut avoir pas une parc éolienne de 3 mégawatts, mais de 100 mégawatts. Donc, je vais installer 33 de ces turbines. Et finalement, ici, j'ai la courbe d'énergie. Ça correspond à la spécification ici. Et présentement, j'ai un facteur de forme de 2. Donc, ça, c'est un facteur K de 2 ici. Donc, notre hypothèse serait les vitesses de vent suivent cette ligne orange ici. La probabilité de mesurer une certaine vitesse de vent pendant une heure de l'année est indiquée par la ligne orange. Et comme ça, on vient de spécifier la ressource éolienne, la turbine et la distribution des vitesses de vent. Et RedScreen peut générer une courbe d'énergie. C'est quoi une courbe d'énergie? C'est une combinaison de cette distribution avec la courbe de puissance. Maintenant, on peut interpréter la vitesse de vent comme une vitesse instantanée avec la courbe de puissance ou une vitesse moyenne pour l'année pour la courbe d'énergie. Donc, si je regarde présentement notre vitesse moyenne, c'est 8 mètres par seconde. Pourquoi pas 8,1? Parce que notre turbine est installée à 135 mètres d'auteur. Donc, RedScreen a fait un ajustement de cette 8,09 mètres par seconde. C'est un petit peu moins élevé parce qu'on est à 135 mètres. Mais je peux regarder 8 mètres par seconde. Ici, on devrait voir pour chaque turbine une production avant perte de 11 760, plutôt 11 793 MWh et environ. Et on peut descendre ici, cliquer sur la flèche ici et vérifier que c'est la réalité. Par turbine, on voit pas mal cette production-là. Après, il y a un coefficient de pression. Ça, c'est un ajustement parce que la pression est légèrement plus bas que la pression au niveau de mer. Il y a un coefficient de température parce que la température est légèrement plus bas que la température de test pour une turbine qui est 15 degrés. La température à notre site, c'est 7 degrés. Donc, l'air est un peu plus dense. Donc, on voit que la turbine va produire 3% plus d'électricité à cause de ça. Et on a la production d'énergétique brute ici. Mais qu'est-ce qu'on va dire par brut? Ça, c'est avant ces différentes formes de perte. D'abord, la perte par effet de sillage. Si on a juste une turbine, pas de problème. Il n'y a pas de perte par sillage. Mais si on a plusieurs turbines et elles sont raisonnablement proches, une turbine va extraire l'énergie du vent et quand cette vent passe à la prochaine turbine en arrière, il y a moins d'énergie dans le vent, donc ça va produire moins d'électricité. Et il y a une suggestion ici
que ça peut être entre 0 et 20 Elle devrait être inférieure à 5 pour un parc bien conçu, comptant moins de 8 à 10 machines. On a plus de ça, donc je vais peut-être mettre 6 ici. Euh, je peux aussi retourner ici et regarder, est-ce qu'on a beaucoup de place ici où on peut placer les turbines pour qu'il ne va pas cacher les turbines à l'arrière? Et on voit que la vitesse et le vent vient surtout du sud et après ça de l'ouest. Donc, si on imagine qu'on place la turbine quelque part pour éviter qu'il y a une turbine juste au nord d'une turbine, une autre turbine, on peut réduire les pertes comme ça. Également, on ne va pas placer une turbine à l'est d'une autre turbine parce que ça va réduire l'énergie possible, le vent que ça peut jouer avec. Mais on n'a pas beaucoup de contraintes ici que je peux voir. Donc, probablement, on peut placer les turbines afin d'éviter ça. Donc, je vais choisir une valeur assez basse. Ça, c'est mon raisonnement ici. Pour les pertes au niveau de pales, encore, on peut consulter l'aide. Typiquement, c'est 1 à 10 c'est les pertes causées par la salissure, les insectes qui se cumulent sur les pales, qui vont réduire la performance aérodynamique des pales, ou la glace, ou même la neige euh, mouillée qui peut coller sur les turbines. Ça va tout avoir un impact sur la performance énergétique. Donc, peut-être je vais mettre 4 pour ça. Et pour les pertes diverses, il y a une suggestion que ça peut être 2 à 6 Moi, je vais mettre 3 J'ai pris ces chiffres assez rapidement, mais le total de ces chiffres, 13 je peux chercher dans la littérature. C'est raisonnable comme première approximation de toutes les pertes ensemble. Pour la disponibilité, ça veut dire quel pourcentage de l'année est-ce que les turbines sont dans un état où ils peuvent produire l'électricité s'il y a du vent. Je vais mettre 97 ici. Euh, Pas parce que je crois que les turbines vont tourner 97 du temps. Ça veut dire, s'il y a assez de vent, 97 du temps, ils sont disponibles pour générer l'électricité. Et ainsi, je vois que j'ai maintenant des coefficients de perte de 15 donc 15 de réduction à cause de toutes ces pertes ici. Et comme ça, le facteur d'utilisation est calculé à 39 ici. Donc, beaucoup moins que le 45 que j'avais donné tantôt. Je peux réchoisir les coûts d'installation ici et le coût d'exploitation et entretien. Euh, et parce que, oups, ça n'est pas correct. Et parce que ma facteur d'utilisation est maintenant 39 évidemment, la rentabilité de mon projet a changé. Si je regarde le tableau de bord encore, je vais voir que mon taux de rendement interne est maintenant juste 9 Donc, 6 sous par kilowattheure, c'était fun de croire qu'on peut avoir ça, mais c'est pas la réalité. Donc, probablement, ça doit être quelque chose de plus comme 8 sous par kilowattheure pour arriver à 12 Probablement, ça, c'est trop. Non, ça, c'est trop. Peut-être 7 sous par kilowattheure ici. Oui, donc 7 sous par kilowattheure. Donc, on est encore correct, hein. On peut arriver avec un projet intéressant où on peut gagner l'appel d'offres et avoir le 12 exigé par nos investisseurs. Mais encore là, ça c'est avec une turbine qui n'est pas la turbine qu'on a planifié d'utiliser, hein. Ça c'est une turbine à 3 MW. On propose d'utiliser une turbine à 5 à 7 MW. Donc, ce qu'on peut faire, et on peut chercher le courbe de puissance ici et juste manuellement installer les chiffres.
parce que ce n'est pas dans la base de données des turbines de RedScreen, base de données des produits, mais c'est pas problématique de juste manuellement changer les valeurs. Je ne vais pas faire ça ici parce que je ne veux pas perdre votre temps. Mais ce que je vais faire, et j'ai préparé une autre analyse ici où on a pas mal tous les mêmes résultats, mais j'ai inséré ici les chiffres pour la puissance de turbine. Donc, juste pour sauvegarder le temps, j'ai fait ça en avant, mais honnêtement, c'est juste 12, 15 valeurs, c'est 2, 3 minutes. J'ai spécifié tous les autres paramètres ici. Donc, je dois juste spécifier la puissance de vent ici, les vitesses de vent plutôt. C'est 8,09. Et aussi, je dois spécifier le nombre de turbines. Pour arriver à quelque chose proche à 100 mégawatts, je vais spécifier 16 turbines. Donc, ça donne une puissance pour le parc éolien de 96 mégawatts. Et avec toutes les mêmes pertes, je peux voir que maintenant, avec cette turbine, c'est un facteur d'utilisation de 48%. Donc, malgré que cette courbe semble être très similaire, par exemple, on arrive avec une pleine puissance à 13 mètres par seconde, c'était comme 12 mètres par seconde pour l'autre turbine. Celle-ci, ça ne génère aucune puissance à 2 mètres par seconde. L'autre, je pense, a généré la puissance commençant à 2 mètres par seconde. Donc, l'autre courbe, selon l'œil, c'était raisonnable, mais en utilisant une turbine qui est vraiment appropriée pour notre site, on peut arriver avec un facteur d'utilisation qui est beaucoup plus élevé. Donc, il faut faire attention pour des choses comme ça. Donc, encore, on peut ajuster le prix de l'électricité ici afin d'arriver avec un taux de rendement interne de 12%. Donc, je pense maintenant, si je sélectionne 6 sous par kilowattheure encore, euh, même moins. Cinq virgule sept sous par kilowattheure. Même moins. Hmm. Donc, 5,6 sous par kilowattheure. Je peux charger ça. Si toutes mes hypothèses sont raisonnables, je peux charger ça et arriver avec le 12% exigé par mes investisseurs. Du point de vue de quelqu'un qui est dans la communauté locale, par contre, il peut préparer une analyse comme ça. Il peut dire, il me semble cette promoteur qui va charger peut-être 7,5 sous à Hydro-Québec, mais qui pourrait arriver avec un projet rentable avec un prix de 5,6 sous par kilowattheure, devrait être en mesure de payer la communauté plus d'argent pour les inconvénients associés avec le trafic, les turbines, l'impact sur l'agriculture, s'il y en a, sur nos terrains. Donc, pour eux, ils peuvent utiliser cette analyse pour négocier avec le promoteur. Et peut-être ils peuvent même ajouter dans les coûts comme bénéfice annuel pour la communauté. Et ici, elle peut ajouter bénéfice pendant installation. Parce que ça serait pendant la période quand il y a plus d'inconvénients. Donc, peut-être ils disent, regarde, on pense que vous pouvez payer la communauté 5 un paiement pendant la construction de 5 millions de dollars. Pas 50, plutôt 5 millions. Et à chaque année après, peut-être vous pouvez payer la communauté 1 million de dollars. Et initialement, peut-être ils vont approcher, 1 million. Ils vont approcher le promoteur et le promoteur va évidemment ne va pas vouloir payer cet argent.
Ils vont dire, regarde, c'est impossible. Si je vous donne cet argent, mon projet ne serait pas rentable. Mais avec une analyse comme ça, on peut investiguer. Est-ce que c'est le cas? Donc, on peut retourner encore ici et ajuster le prix afin de arriver avec un taux de rendement interne. On voit que ces bénéfices de, c'était quoi, 5 millions et 1 million par année après, n'ont pas vraiment changé le taux de rendement interne beaucoup. Donc, probablement, en payant juste 6 sous par kilowattheure, il peut arriver avec un taux de rendement interne de 12%, acceptable pour leur investisseur, et avoir un prix qui est beaucoup plus bas que beaucoup de concurrents, et la communauté va bénéficier. Ça peut être l'argument des gens dans la communauté. Évidemment, ça serait une négociation. Et on peut utiliser comme une analyse red screen pour euh, partager nos hypothèses, pour communiquer nos arguments entre le promoteur et les gens dans la communauté afin d'arriver à quelque chose qui est raisonnable. Parce qu'honnêtement, ça se peut que plusieurs de mes hypothèses ne sont pas exactes, c'est clair. Euh, le coût d'initial de ce projet peut être plus élevé que prévu. Les vitesses de vent qui viennent de cette carte, l'Atlas mondial du vent, c'est pas exact. Les mesures prises sur site peuvent être un peu différentes. Donc, avec toutes ces précisions, peut-être on va arriver avec un résultat un peu différent. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires, des choses que vous aimeriez voir dans cette analyse avant que je termine la présentation? OK. Euh, Si vous pensez à quelque chose que vous aimeriez voir, n'hésitez pas de me demander. Euh, En termes de cette présentation, euh, pour les gens qui ont assisté à cette présentation, il y a une clé d'abonnement disponible. Vous pouvez l'appliquer pour avoir les pleines fonctionnalités de Red Screen pendant 30 jours. Ça va vous donner accès au mode professionnel. Évidemment, sans mode professionnel, Red Screen fonctionne. C'est juste, vous ne pouvez pas sauvegarder votre travail et certaines autres fonctionnalités ne sont pas disponibles. Euh, mais vous pouvez l'utiliser gratuitement, mais avec une clé d'abonnement au mode professionnel, vous pouvez vraiment faire plus avec le logiciel. Et plus tard, un enregistrement de ce webinaire serait disponible sur YouTube. Donc, si vous voulez consulter plus tard, ça serait sur la chaîne, j'imagine que ça serait sur la chaîne YouTube de Red Screen. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Pas de mon côté. Merci pour la présentation. OK, merci, Marc. OK, merci, Yvan, pour vos commentaires. Olivier, quelque chose à ajouter ou des questions? J'ai vu, j'ai vu un changement de status de micro, mais Euh, oui, si nous avons des questions, on peut-tu te oui. contacter? Je ne sais pas si c'est mieux de me contacter ou contacter Red Screen directement. Ah, Je peux vous montrer dans le logiciel. Si vous regardez dans le logiciel, sur la page accueil ici, vous pouvez avoir plutôt aide ici, service à la clientèle Red Screen. Donc, en cliquant ici, ça va ouvrir un logiciel pour envoyer des courriels avec l'adresse. OK. Donc, ça serait peut-être la meilleure façon. Ils ont un département pour répondre aux questions et comme ça, vous allez probablement avoir les réponses exactes à jour. Des fois, je ne suis pas au courant de tous les développements dans Red School. OK. OK, ben merci, Michel. Merci.
Pas de problème. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais terminer la présentation maintenant. Merci beaucoup pour votre implication et vous pouvez attendre une courriel avec l'abonnement plus tard. Merci.